Donc effectivement, je vais vous parler des méthodes de prélèvement. Maintenant qu'on a vu que le protoxyde d'azote avait des effets sur la santé, qu'il était nécessaire de contrôler les expositions, je vais vous présenter les méthodes qui permettent d'objectiver ces expositions, donc de dire si la concentration atmosphérique est saine pour les soignants ou pas. Donc il existe plusieurs méthodes et celle que je vais vous présenter, c'est une méthode de dosage dite indirecte, c'est-à-dire qu'on va utiliser un tube qui contient un matériau qui va retenir spécifiquement le protoxyde d'azote. Vous le voyez ici sur ces petites vignettes, ces petites photos des personnels qui sont équipés avec une pompe et ce petit tube au niveau des voies respiratoires. Donc on va piéger sur ce tube le protoxyde d'azote, hein. Je précise, ça a été précisé tout à l'heure, que le matériau a été développé à l'INRS dans notre laboratoire justement pour retenir spécifiquement le protoxyde d'azote. Et puis l'analyse, une fois que le prélèvement est faite de manière différée au laboratoire sur des équipements qui sont classiquement disponibles. Donc l'intérêt de ces méthodes, les avantages de cette méthode sont que ce sont des méthodes validées, donc qui fournissent un résultat très précis et qui permettent de faire un contrôle de respect de valeurs limites, hein. Ce sont les méthodes qui sont classiquement utilisées, quel que soit le type de polluant. En revanche, il y a quelques inconvénients et notamment le plus important en termes de prévention, c'est que le résultat est différé. C'est-à-dire qu'on est obligé d'attendre le résultat du laboratoire qui peut intervenir quelques jours, quelques semaines après les prélèvements et pour une restitution dans les équipes auprès des personnels soignants. C'est assez difficile de remettre en relation la quantité de protoxyde d'azote qui a été mesurée avec les actes qui ont été faits au moment du prélèvement. Donc ça peut être un inconvénient. Et puis, autre inconvénient, c'est que ces méthodes nécessitent une intervention par un laboratoire externe qui va venir faire à la fois le prélèvement et ensuite l'analyse. D'ailleurs, ça peut être des organismes différents, mais en tout cas, ça ne peut pas être réalisé en interne par des entreprises. Donc, comme je vous le disais, on a développé dans nos laboratoires deux méthodes pour le prélèvement court terme, sur 15 minutes, et sur le prélèvement long terme sur 8 heures. Ce sont deux méthodes qui sont disponibles dans notre base Métropole sur le site INRS. Hein. Vous avez ici le lien pour y accéder, et ces méthodes sont également disponibles dans les ressources de la plateforme de la journée technique. Donc vous pouvez aller les consulter pour les laboratoires qui seraient intéressés pour utiliser ces méthodes. Et donc elles utilisent ce fameux dispositif avec un matériau spécifique pour le protoxyde d'azote qui est aujourd'hui disponible commercialement. La deuxième type de mesure est une métrologie dite en temps réel, c'est-à-dire que par opposition à la méthode indirecte, elle va donner un résultat immédiat. Donc il existe deux dispositifs aujourd'hui qui permettent de réaliser ces mesures. Le premier, alors les deux sont basés sur une technologie infrarouge relativement précise pour doser le protoxyde d'azote, mais également qui va répondre à d'autres gaz comme la vapeur d'eau ou le CO2 qui est présent dans l'air. Donc deux dispositifs. À gauche, vous avez un dispositif actif avec une pompe qui va aspirer l'air au niveau des voies respiratoires de la personne sur laquelle on cherche à mesurer l'exposition et qui va réaliser une mesure de concentration toutes les minutes environ ou un peu plus qu'une minute. Et sur la droite, vous avez un autre dispositif qui, cette fois-ci, est passif, qui lui va donner une valeur unique sur 15 minutes, donc qui va permettre de comparer cette valeur à une éventuelle valeur limite d'exposition professionnelle sur 15 minutes. Voilà. Donc ces deux dispositifs ont été utilisés sur le terrain, mais aussi utilisés et validés en laboratoire. Donc vous avez ici sur cette courbe les résultats obtenus avec trois dispositifs. Donc le dispositif actif en vert, donc ce sont les courbes représentées en vert, le dispositif passif en bleu, et par la méthode officielle de référence, la méthode Métropole. Donc ce sont des expérimentations qu'on a réalisées dans des bancs d'essai où on est capable de générer nous-mêmes des atmosphères artificiellement polluées en protoxyde d'azote. Et vous voyez qu'on a réalisé des expositions sous forme de pics assez réalistes de ce qui se passe sur le terrain. Donc on a des pics en vert qui représentent la concentration instantanée. Et puis en rectangle vert, en dessous, vous avez la concentration moyennée sur l'appareil en vert. En bleu,
vous avez la concentration mesurée par l'appareil bleu sur 15 minutes et en rouge le résultat par la méthode classique indirecte. Et donc vous voyez qu'on a une très très bonne concordance des résultats des trois méthodes. Alors je précise, hein, ça a été validé en laboratoire sur banc d'essai, mais on n'a pas pu valider les trois méthodes sur le terrain, et ça fait partie des choses qu'on va faire dans un avenir assez proche. Donc vous voyez ici un autre type de configuration avec des pics successifs, et on voit quand même à chaque fois une assez bonne correspondance entre les résultats fournis à la fois par les méthodes directes et la méthode indirecte. Donc du point de vue de la métrologie, on est quand même relativement bien équipé pour mesurer les concentrations. Donc si on revient sur les avantages et inconvénients de la métrologie en temps réel, hein, vous avez une réponse rapide qui va permettre là de peut-être travailler sur la prévention, de dire à ce moment-là on a une exposition qui est importante, le capteur mesure une exposition importante, quel geste je suis en train de réaliser et donc quelles conséquences ça va avoir sur mon exposition. Alors je précise aussi que ça va donner une bonne indication sur la concentration et que l'avantage de ces techniques aussi, c'est qu'elles permettent d'être utilisées de manière autonome, c'est-à-dire qu'on peut acheter l'équipement dans un service de soins par exemple et pouvoir équiper les soignants quand on a besoin de faire des mesures ou quand ils utilisent du Méopa. L'inconvénient, c'est que la concentration qui est donnée est une indication, hein, même si ce que je vous ai présenté sur les résultats en laboratoire montre une bonne concordance, on ne peut pas utiliser ces dispositifs pour faire des mesures d'exposition professionnelle. En tout cas, ça n'a pas de valeur en termes de mesures officielles d'exposition individuelle. Donc voilà. Donc ces deux techniques ont été mises en œuvre dans le cadre de l'étude dont on a parlé, hein, entre 2020 et 2025. Cette étude, elle a concerné, on a fait à peu près 25 interventions dans 10 établissements différents. On a pu suivre 270 soins avec à peu près 800 prélèvements, actifs ou passifs, et puis l'utilisation de métrologie en temps réel. Les résultats de ces études, de ces prélèvements, je vais vous les présenter dans les diapositives suivantes. Elles seront présentées sous la forme de box plot. Donc c'est le schéma qui est présenté sur la droite de la diapositive, hein, pour les personnes qui ne sont pas forcément habituées à ce type de représentation. Vous avez donc la distribution qui est représentée entre les deux barres. Hein. Vous avez la médiane des résultats qui est représentée par un trait au milieu du rectangle. La médiane, ça veut dire qu'il y a autant de résultats au-dessus qu'en dessous. Hein. Vous voyez, dans la partie basse et dans la partie haute du graphique, on a autant de résultats. Et puis, en dessous de cette médiane dans le rectangle, on a 25% des mesures. Au-dessus de la médiane, on a également 25% des mesures, ce qui signifie que 50% des mesures sont représentées dans le rectangle de mesure. Et puis les 25 autres pourcents se répartissent de chaque côté du rectangle. Et on peut représenter aussi parfois la moyenne des résultats. Et puis on peut voir apparaître aussi parfois des points à l'extérieur de ce qu'on appelle des moustaches. On appelle ça un diagramme à moustache, qui sont des points que le modèle statistique identifie plus exactement comme des points aberrants dans la distribution. Donc voilà, sans transition, les résultats qui ont été obtenus dans le cadre de cette étude. Donc vous avez différentes représentations, hein, sous forme de box plot, et chaque représentation concerne un type de soin. Vous avez par exemple le premier qui concerne les soins dentaires avec 109 mesures, hein, 109 soins suivis. Ensuite on a les urgences pour les enfants, urgences pédiatriques, urgences adultes, oncologie, hématologie, les soins auprès des grands brûlés, des services d'endoscopie, des soins divers. Il n'y avait pas suffisamment de soins pour les regrouper dans une catégorie à part entière, donc ils ont été regroupés ensemble. Ce sont plutôt des soins de consultation et un autre soin de consultation qui concerne les biopsies cardiaques. Ici, en pointillé rouge, vous avez la représentation de la valeur limite d'exposition professionnelle, enfin peut-être la future valeur limite d'exposition professionnelle dont on a parlé tout à l'heure, de 125 ppm. Et on peut constater que déjà la concentration est extrêmement variable en fonction du soin et que quasiment quel que soit le type de soin, on a souvent des concentrations qui sont bien au-dessus de cette valeur limite, hein, sur 15 minutes. Vous voyez par exemple, si on prend le premier cas, on a plus de 75% des mesures réalisées qui sont au-dessus des 125 ppm. Et parfois, je ne sais pas si vous distinguez bien l'axe à gauche, mais on a des valeurs qui peuvent monter à plusieurs milliers, hein, de ppm par rapport à 125. C'est assez élevé. Et ce graphique aussi représente un petit peu ce que vous a expliqué Francis Bontou dans la présentation précédente, c'est-à-dire que plus il y a de fuites,
et plus on va avoir une exposition qui peut être élevée, hein. Dans le cas des dentistes, ça a été évoqué, quand le masque est relevé sur le nez pour pouvoir accéder à la bouche, on a bien évidemment une fuite qui est accrue et donc des expositions qui sont plus élevées. Dans les soins d'urgence, où généralement les patients sont agités, où il y a beaucoup de communication, le masque est enlevé, on est obligé de communiquer avec le patient, là aussi on a des expositions qui sont élevées. Et plus on va vers des soins où le patient est calme, des soins de consultation avec des examens ou des choses assez peu intrusives et relativement simples à mener, on a des concentrations qui diminuent. Donc voilà. Et alors, j'ai fait figurer aussi sur ce graphique une valeur en rouge, là, en trait rouge, qui est la valeur de 800 ppm. Alors 800 ppm, on n'a pas parlé de cette valeur, on a parlé de la valeur limite à 125 ppm sur un quart d'heure, et la valeur limite sur 8 heures, qui est à 25 ppm. 800 ppm, ça correspond à une concentration à laquelle, si vous êtes exposé à cette concentration pendant 15 minutes, c'est-à-dire que vous êtes bien évidemment au-delà de la valeur limite de 125 ppm, mais vous respirez une dose qui correspond à un dépassement aussi de la valeur limite de 25 ppm sur 8 heures. C'est-à-dire qu'un seul soin à 800 ppm, vous avez dépassé les deux valeurs limites. Donc c'est une valeur qui est vraiment extrêmement importante à faire figurer sur les résultats. Et vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de soins où on dépasse cette valeur. Donc ici, je présente les résultats en fréquence cumulée des mesures qui ont été réalisées, avec toujours pareil, hein, la représentation de cette valeur de la VLEP à 125 ppm et puis celle à 800 ppm. On peut constater qu'on a à la fois dans notre étude et à la fois dans la base de données des expositions professionnelles, des expositions qui ont été mesurées par les laboratoires de CARSAT au cours des 5 dernières années, on constate qu'on a une distribution qui est identique avec, dans les deux cas, seulement 40% des mesures qui restent en dessous de la valeur limite, donc ce qui veut dire 60% de valeurs qui dépassent la valeur limite d'exposition sur 15 minutes, et environ 20% de mesures qui sont réalisées qui dépassent les 800 ppm. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir de cette présentation en termes de métrologie, c'est qu'il existe des méthodes fiables pour les mesures d'exposition professionnelle, donc pour objectiver ces expositions professionnelles, qu'il existe des capteurs aussi efficaces pour un contrôle indicatif des concentrations pendant les soins. En termes d'exposition, ce qui est important de retenir, c'est qu'avec les dispositifs tels qu'ils vous ont été présentés, les dispositifs classiques qui sont utilisés dans la plupart des établissements, les expositions sont fortes à extrêmement fortes, et surtout cette exposition est fortement dépendante du type de soins, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure.